Au XIXe siècle, la question de la mobilité sociale devient centrale. En effet, c'est l'objet même de la Révolution française de revendiquer la liberté individuelle et l'égalité des chances. Après 1000 ans de société d'ordre où l'on transmet la position sociale de père en fils, enfin, il est possible d'imaginer de changer de position sociale. Imaginez ce que cela pouvait signifier. Mais du coup, cela tendait les relations entre les individus. Était-il possible d'accéder à une autre position sociale? Est-ce que ça allait pouvoir s'améliorer? Comment allait-on pouvoir améliorer les chances d'un individu d'accéder à une position sociale plus importante que celle de son père? À partir de là, toute la problématique de la mobilité sociale allait se mettre en place au cœur même de la sociologie naissante du XIXe siècle. Cette mobilité sociale peut d'abord se définir comme un changement de position sociale d'une génération à l'autre. Dans ce cas, on parle de mobilité sociale intergénérationnelle. Bien entendu, nous pouvons aussi parler de mobilité sociale intragénérationnelle quand il s'agit de mesurer l'évolution de la position sociale d'un individu dans le courant de sa vie. Mais nous laisserons de côté ce type d'analyse sur la mobilité biographique. Concentrons-nous sur la mobilité sociale intergénérationnelle. Pour la mesurer, il faut utiliser un outil statistique qui s'appelle la table de mobilité sociale. Cette table de mobilité sociale est construite à partir des catégories socio-professionnelles mesurées par l'INSEE. Ces catégories socio-professionnelles, au nombre de 6, classent les individus en fonction de leur statut, tout d'abord, entre travailleurs indépendants et salariés d'autre part. Elle classe les individus également en fonction de la position hiérarchique de leur métier. En partant dans le plus haut de la grille, il y a des cadres et professions intellectuelles supérieures pour aller vers les employés et les ouvriers dans le bas de la grille hiérarchique. Et enfin, la classification se fait selon le secteur d'activité, entre ouvriers d'une part dans le secteur industriel et employés d'autre part dans le secteur des services. À partir du moment où les individus sont classés dans ces catégories socio-professionnelles, admettons dans les années 50, on peut donc tout à fait, dans les années 2013, refaire le même classement sur les actifs de 2013. Et l'on compare ainsi les fils par rapport à la position sociale de leur père. C'est ainsi qu'on va retrouver les tables de mobilité sociale de recrutement et de destinée. Dans les tables de recrutement, on va regarder qui sont les pères des fils aujourd'hui actifs. Dans les tables de destinée, on va se demander que sont devenus les fils des actifs d'hier. Par exemple, et c'est l'exemple qui est souvent le plus parlant, on peut se demander ce que sont devenus les fils d'agriculteurs. Donc, dans ces cas-là, table de destinée. On sait que seulement 22% des fils d'agriculteurs sont devenus des agriculteurs eux-mêmes, ce qui signifie qu'il y a eu une forte mobilité sociale dans cette catégorie sociale, puisque 78% des fils d'agriculteurs sont donc allés dans d'autres catégories socio-professionnelles, et notamment les catégories ouvrières, mais aussi professions intermédiaires. Si l'on parle de table de recrutement, on peut se demander qui sont les pères des agriculteurs actuels. Donc, quand on demande aux agriculteurs actuels ce que faisaient leurs pères, on sait que 88% des fils, donc agriculteurs aujourd'hui, avaient un père agriculteur. Donc, de façon assez paradoxale, on constate que quand on parle en termes de recrutement, on voit bien que la mobilité sociale, ici, est assez faible. Ceci nous permet d'établir une distinction importante entre mobilité observée, c'est-à-dire celle que l'on mesure de manière brute dans les tables de mobilité, et mobilité structurelle d'une part, et mobilité nette d'autre part. Dans le cas de nos agriculteurs, on voit bien que dans cette catégorie socio-professionnelle, on a observé une très forte mobilité structurelle pour des raisons de progrès technique. On sait, avec Alfred Sauvy, qu'un très fort progrès technique a touché le secteur agricole, générant des gains de productivité très élevés.
et à partir de là, supprimant un très grand nombre d'emplois dans ce secteur d'activité, forçant les fils d'agriculteurs à aller vers d'autres métiers. Donc il s'agit ici d'une forte mobilité structurelle. La mobilité nette, ce serait celle qui toucherait le changement de position sociale réellement souhaité par ces fils d'agriculteurs et que l'on pourrait éventuellement mesurer dans une mobilité sociale ascendante constatée, c'est-à-dire des fils d'agriculteurs qui sont devenus des cadres. À ce niveau, on peut bien voir qu'il y a eu forcément une volonté de changer de position sociale, ne serait-ce que par l'obligation pour l'individu de suivre une formation pour obtenir une telle position sociale. Pour terminer et pour synthétiser, on se rappelle par conséquent que les tables de mobilité sociale permettent évidemment de mesurer la mobilité sociale, mais à l'inverse, permettent de mesurer également l'immobilité sociale si l'on se reporte aux diagonales des tables de mobilité. Plus les chiffres sont élevés sur cette diagonale, plus il y a immobilité, puisque les fils de cadres, par exemple, sont devenus à leur tour des cadres, ou encore les cadres sont essentiellement des fils de cadres. Je n'ai pas pris cet exemple au hasard, hein, puisqu'on sait bien que cette catégorie socio-professionnelle est particulièrement encline à la reproduction sociale, caractérisée donc par une forte immobilité sociale. Brièvement, on peut caractériser d'ailleurs la mobilité sociale en France comme étant relativement limitée, c'est-à-dire une mobilité nette de proximité, c'est-à-dire que les changements de position sociale sont plutôt des sauts de puce, et que cette mobilité est d'autant moins importante que l'on va vers les extrêmes de la hiérarchie sociale. En bas, on sait que la catégorie des ouvriers est assez peu mobile et qu'elle n'est pas très élevée non plus si l'on parle du haut de la hiérarchie sociale des salariés dans la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures. Pour finir, un nouveau concept a été introduit ces dernières années pour étudier la mobilité sociale, qui se nomme la fluidité sociale. Cette fluidité se définit comme étant la comparaison entre la probabilité d'accéder à un groupe social donné, par exemple les cadres, par rapport à un autre, par exemple les ouvriers. En d'autres termes, on mesure les inégalités de chances relatives d'accéder à un groupe plutôt qu'à un autre en fonction de son origine sociale. Ainsi, on sait par exemple que les fils de cadres ont beaucoup plus de chances que les fils d'ouvriers de devenir cadres plutôt qu'ouvriers. Dans ces termes, on a observé en France que cette fluidité sociale avait augmenté entre les années 50 et 90, mais qu'elle diminuait à nouveau depuis les années 2000. Donc le bilan concernant la mobilité sociale en France est relativement mitigé, plutôt pessimiste, et pose avec acuité la question du déclassement social.